Je m'appelle Jérémy Robert, je suis agent des communications et de mobilisation de connaissances à la société. Pour ceux et celles d'entre vous qui c'est la première fois que je rencontre, ça me fait plaisir d'être votre animateur pour la prochaine heure et demie. La façon dont ça va se dérouler, on va avoir une présentation d'environ 30 minutes de Michel. Et puis, Michel est appuyé par Julien au niveau des contenus. Et par la suite, le temps va vraiment être ouvert pour vos questions commentaires. Et puis, la réunion est enregistrée. Donc, on va la partager, en fait, pour ceux et celles qui ne peuvent se joindre à nous, avec la présentation aussi. Donc, ça pourra permettre aux gens d'avoir la même information. Michel, avant qu'on débute, est-ce qu'il y avait d'autres spécifications que tu souhaitais apporter au groupe? Non. Parfait. On vous demanderait de mettre vos micros sur mute le temps qui est la présentation. Pour la plupart d'entre vous, c'est le cas. Je peux aussi, moi, aller vous mettre sur mute ou vous démuter là, pour la période de questions. Donc, sans plus tarder, je vous partage la présentation. Super. Et je vous souhaite une bonne présentation, Michel et Julien. Alors, merci beaucoup. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on a été au début d'une période de 5 ans, pour la période 18-23, et on va avoir on a déjà envoyé l'accord de contribution pour le réseautage, mais il va y avoir aussi l'accord de contribution pour les projets qui vont suivre. Donc, on vous avait aussi envoyé avec avec les accords, le guide de référence qui recouvre la plupart des politiques. La plupart des politiques qui sont liées, qui sont associées avec l'accord de contribution. C'est aujourd'hui, on a passé de passer à travers les grandes lignes pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et qu'on sache à quoi s'attendre. Donc, si on va à la prochaine diapo, c'est les objectifs de la rencontre de ce matin. Jérémy, tu peux changer la diapo? Merci. Donc, à la fin de la présentation, on voudrait s'assurer que vous comprenez les engagements et les responsabilités des parties liées par l'accord de contribution, la SSF, les réseaux, le processus de financement et de reddition de comptes, les principaux changements apportés par Santé Canada et les communications et le lobbying. Alors, si on continue, ce qui a changé depuis la dernière période, il y a une nouvelle philosophie d'investissement par le gouvernement qui est de faire la démonstration de l'impact de nos actions sur l'augmentation de l'accès aux services et l'offre par des professionnels. Donc, on ne nous demandait pas avant ça toute l'information nécessaire pour démontrer ça, mais maintenant, la façon que les projets ou le réseautage va de l'avant, on nous demande de plus en plus d'informations pour démontrer qu'on va vraiment agir sur les objectifs qui sont visés. Il y a aussi un nouveau leadership à Santé Canada et au BACLO en particulier. Il y a une nouvelle direction générale, il y a une nouvelle directrice du programme comme telle qui vient d'être embauchée. Nous, on a une nouvelle agente de projet. Donc, il y a beaucoup de questions aussi qui sont demandées parce que l'information fait partie de l'information à donner à ces gens-là dans le cadre de leur nouvelle fonction. Donc, c'est une chose à savoir. Il y a une création d'un comité consultatif en novembre 2017 et il y a une prochaine réunion en juin. Et c'est nouveau également du portefeuille Santé Canada. Donc, ça comprend la SPC, l'Agence de santé publique, ça comprend les IRSC, ça c'est les instituts de recherche en santé, et le ministère de la Santé. Et il y a un coprésident communautaire qui co-préside ce comité, qui représente le CHSSN au Québec. Il y a aussi la SSF, il y a le CNFS et il y a McGill. On doit prendre en compte les priorités du gouvernement. Dans la lettre de mandat de la ministre de la Santé, Mme Petitpas-Taylor, il y a des engagements pris dans cette lettre et on doit prendre en compte quand on travaille nos engagements. Il y a un nouveau modèle logique et un nouveau cadre de mesure de rendement qui a été rendu public. Il y a des résultats, des extrants et des activités qui sont mieux définis par le gouvernement et qui vont servir pour l'évaluation des résultats.
Alors, il va y avoir l'établissement, il y a aussi l'établissement de cibles et de seuils de rendement et un nouveau cadre de mesure de rendement pour l'évaluation des résultats. Alors ça, c'est tous les changements qui ont été apportés au programme du PCLOS, du programme de contribution aux langues officielles en santé. Alors, si on va à la prochaine diapo, c'est le contexte dans lequel on est. On doit, toutes les activités, que ce soit en réseautage ou en projet novateur, doivent appuyer deux objectifs principaux. C'est favoriser un accès accru aux professionnels de la santé bilingue dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire et accroître l'offre de services de santé ciblant les communautés. Donc ça, c'est les deux objectifs sur lesquels on va être évalué pour les 5 prochaines années. Les fonds de projet vont servir aussi à la coordination, doivent servir exclusivement à la coordination puis à la mise en œuvre des projets et non au réseautage. Et ça, c'était moins précis, moins clair dans la dernière période, mais cette fois-ci, c'est très précis et on nous a dit qu'on peut être audité sur l'utilisation des fonds. Puis la gestion d'un projet doit provenir de l'enveloppe de réseautage. Ce qui est aussi différent ça va un peu en lien avec ce qu'on vient de dire. Donc, la gestion du projet provient de l'enveloppe de réseautage. La prochaine, c'est nos deux enveloppes principales sur lesquelles on a du financement. Prochaine diapo. Donc, le réseautage en santé, c'est une enveloppe de 22 millions qui a 5 fonctions ou 5 activités principales. Ils ont été acceptés quand on a soumis la demande de financement. Donc, c'est d'engager, mobiliser les 5 groupes de partenaires pour les sensibiliser, les concerter puis les emmener à l'action. Ça, c'est la première fonction. On a une activité pour accroître les connaissances sur les besoins des communautés. Soutenir les partenaires dans l'acquisition de connaissances, de compétences, puis leur permettre de prendre des décisions éclairées pour répondre aux besoins des communautés puis améliorer l'offre de services. La quatrième, c'est administrer nos ressources, les structures de gouvernance et administratives du réseau dans les 12 provinces et territoires, puis au secrétariat national. Et on souhaite qu'il y ait une saine gouvernance et une bonne gestion des ressources. Et poursuivre le déploiement de la stratégie de mobilisation des connaissances. Donc, si vous regardez l'annexe A de votre accord de contribution, c'est décrit dans l'annexe A. Et ça, c'est pour produire 4 grands types d'extrants. Le premier extrait qu'on a mentionné, je pense, c'est les partenariats. On a aussi les occasions d'apprentissage, des produits de connaissances ou des services d'appui pour nos partenaires. La prochaine, c'est les projets novateurs. Donc, il y a une enveloppe de 9 millions qui a été allouée pour ces projets-là. Et ces projets doivent viser l'accès aux services de santé dans un des domaines prioritaires comme les soins à domicile, la santé mentale, les soins palliatifs et de fin de vie. On nous a dit que c'est pas exclusif. On peut aussi travailler dans d'autres domaines également pour l'amélioration de l'accès. Donc, il y a trois grandes enveloppes ici. C'est l'intégration des ressources humaines en santé, le développement et la diffusion des connaissances qui comprennent les activités de collecte de données, les évaluations, les besoins de recherche et l'amélioration de la santé des communautés grâce à un accès accru aux services de santé. Ça, il y a des projets à caractère nationaux et il y a des projets à coordination provinciale territoriale. Donc, ces projets-là ne sont pas encore finalisés et c'est ce qu'on est en train de faire et il va y avoir un accord de contribution spécifique pour ces projets. Donc, en résumé, la prochaine diapo, si vous regardez le modèle logique, vous avez on a 3 grandes activités en réseautage, en projet. Donc, c'est mobiliser nos partenaires, mobiliser les connaissances et mettre en œuvre des projets. Ça, c'est à haut niveau. Pour produire 4 types d'extrants ou de produits, des occasions d'apprentissage, des produits de connaissances, des partenariats et des services d'appui. Et les résultats sur lesquels on va être évalué, le résultat immédiat, c'est vraiment les partenaires sont dotés de connaissances, de compétences et de soutien pour prendre des décisions. Et les partenaires améliorent l'accès aux services de santé en français. Donc ça, jusqu'à maintenant, c'est le contexte dans quoi on fonctionne à ce moment-ci.
Si on regarde au niveau de la prochaine diapo, c'est le guide comme tel, le guide de référence qui explique l'accord de contribution. Donc, le guide de référence, il y avait une première version qui vous avait été envoyée en novembre 2014 et qui a été mis à jour avec les changements qui ont été apportés. L'accord de contribution a préséance sur le guide de référence. On le mentionne parce que l'accord de contribution, c'est un document légal. C'est celui-là qui a la préséance. Une autre référence à votre disposition, c'est aussi le guide du demandeur pour la période 18-23. Ça, c'est le guide qui a servi à faire la demande de financement. On l'a reçu le 3 janvier, on l'avait distribué à tous les réseaux. Donc, le guide du demandeur a aussi de l'information qui explique en gros les grands éléments qu'on retrouve dans le guide de référence. Une information que j'ai mis ici, je l'ai mis en rouge parce que c'est nouveau et c'est plus clair. Et il y a beaucoup de questions qui nous ont été posées sur pourquoi on fait certaines choses. Il faut faire une distinction entre un accord de contribution et une subvention. Et à la page 5 du guide de référence, il y a une explication de cette différence-là. C'est dans la note de bas de page. Un accord de contribution, à la différence d'une subvention, c'est un transfert conditionnel de fonds qui prévoit le respect de conditions précises par le destinataire avant que les coûts ne soient remboursés. On reçoit une avance de fonds pour réaliser les objectifs du bailleur de fonds. Donc, c'est les objectifs du bailleur de fonds. Le bailleur de fonds, qui est Santé Canada dans ce cas-ci, nous donne une avance de fonds pour réaliser ces objectifs. Alors qu'une subvention, c'est un transfert qui est donné à un organisme à l'égard duquel le respect des critères d'admissibilité et la présentation préalable d'une demande est suffisant pour assurer l'atteinte des objectifs. Donc, souvent, dans une subvention, on remet l'argent d'avance, puis les gens vont agir en fonction de ce qu'ils se sont entendus au départ, alors qu'un accord de contribution, c'est une avance de fonds pour réaliser les objectifs du bailleur de fonds. Et c'est une grosse, grosse distinction. Puis il y a des gens qui ont de la difficulté à comprendre cette différence, mais ça explique pourquoi, dans certains cas, il y a des demandes qui sont faites qu'on ne ferait pas donc, avec un organisme dont c'est seulement une subvention. Alors, prochaine diapo. C'est les types les types de bénéficiaires. Alors, on a des réseaux autonomes. Il y a des réseaux sous fiduciaire et il y a des promoteurs. On donne des fonds aussi à des promoteurs. Ici, il n'y a pas beaucoup de changements, excepté au niveau des fiduciaires. Il y a une exigence. On a proposé, avec Santé Canada, on en a parlé. On ne peut pas financer un fiduciaire seulement sur une question de pourcentage. Il faut vraiment qu'on connaisse les coûts pour financer les activités faites par le fiduciaire avec le réseau. Et on demande, dans la page 9 du guide, on l'a mis là. Alors, on demande aux fiduciaires de réaliser un accord de, comment on appelait ça? Un protocole de collaboration pour la gestion du réseau, qui comprend, entre autres, quel est le rôle du fiduciaire avec le réseau, quels sont les services offerts au réseau et les coûts directs et non des pourcentages qui sont associés à la gestion du réseau. Donc, on l'a mis à la section 3, à la page 9 du guide, qu'on aimerait à partir de maintenant que nos 3 réseaux sous fiduciaire, on ait un accord, que le fiduciaire et le réseau aient un accord de collaboration qui explique les rôles et responsabilités joués par le fiduciaire dans ce programme-là. On a des questions de mesure de rendement. Ici, il n'y a pas de nouveau dans cette partie-là. Donc, on explique à la page 10 du guide la mesure de rendement. Et il y a l'exigence, et ça, c'est nouveau, une exigence relative à l'analyse comparative entre les sexes. Alors, si vous allez voir le guide à la page 10, on explique que tous les bénéficiaires, ça s'applique à la SSF, ça s'applique au réseau et aux promoteurs,
Les bénéficiaires vont examiner les facteurs liés au sexe, au genre et à la diversité qui devront être inclus dans l'élaboration, la mise en œuvre des plans de travail et des activités, et aussi au niveau du rendement, de prendre les données relatives au genre et au sexe. On va avoir plus d'informations plus tard pour expliquer comment ça va se dérouler. Et il y a une formation en ligne qui existe. Dans le guide, on vous a donné le lien. Et nous, à la Société, on a, je pense, 2 ou 3 personnes jusqu'à maintenant qui l'ont suivi. C'est la priorité gouvernementale, pas seulement de Santé Canada, mais c'est une priorité gouvernementale de s'assurer qu'on comprend les distinctions et que les gens sont servis adéquatement. Prochaine diapo. Donc, la partie 2 du guide, c'est la partie administrative et financière. Donc, il y a beaucoup d'informations, je ne vais pas répéter, c'est dans le guide, c'est clair, puis c'était déjà là. Donc, l'accord de contribution, juste ajouter qu'il y a des annexes, et vous avez la série des annexes qui font partie de l'accord. Donc, l'annexe A, qui est la description du projet que vous avez reçu pour la question de réseautage. Il y a l'autorisation de signer les documents financiers, l'autorisation de dépôt électronique. Si c'est un nouveau, vous avez changé de banque, on a besoin de le savoir. Le budget du projet, la demande de virement budgétaire, les plans de compte rendu. Ça, c'est toutes les dates qu'on doit soumettre les documents. Le formulaire de prévision de comptant. Donc, comme je vous expliquais tantôt quand on parlait d'accord de contribution, vous devez nous dire d'avance combien d'argent vous avez besoin dans votre prochaine période. Et à la fin de la période, vous nous dites ce que vous avez dépensé. Donc, as-tu un surplus, as-tu un déficit? Et ça peut être mis dans la deuxième partie de l'année. Mais vous devez faire le formulaire de prévision de comptant, l'annexe D. Et enfin, à l'annexe E, c'est votre plan de travail annuel qui est maintenant attaché à votre accord de contribution. Les signataires autorisés, vous avez, il n'y a pas de nouveauté ici. Si vous changez de signataire autorisé, c'est important que vous informiez Julien à ce moment-là. Les dépenses non admissibles. Vous avez à la page 15 du guide la liste des dépenses qui sont non admissibles, 14-15, et il y en a certaines en particulier qui sont nouvelles. Donc, les frais de déplacement et d'accueil qui dépassent les taux du Conseil du Trésor. Donc, chaque réseau devrait avoir sa politique qui ne doit pas dépasser les taux du Conseil du Trésor. Les frais d'adhésion et les honoraires pour les membres du conseil d'administration. Donc, il y a des réseaux qui payaient des frais des honoraires à leurs membres, et ça, c'est une dépense non admissible dans le cadre du programme. La prestation de services directs et de compétences d'autres niveaux de gouvernement. Et ça, c'était déjà là, mais on a clarifié que pour qu'un bénéficiaire finance des services et des projets, même de démonstration dans une province ou un territoire, il doit obtenir l'accord de la province ou du territoire pour le faire. On ne peut pas arriver puis commencer un programme où est-ce qu'on va avoir du personnel qui donne des soins sans avoir la permission de la province ou du territoire. La subvention à des particuliers, c'est une dépense non admissible. Et les bénéficiaires ne peuvent pas demander des frais de location pour des locaux ou des ordinateurs qu'ils possèdent déjà. Et ça s'applique, par exemple, dans les projets. Dans l'enveloppe de réseautage, si vous avez des dépenses, vous avez déjà des ordinateurs et que vous prêtez un projet, si vous le possédez déjà, vous ne pouvez pas le louer s'il a été acheté avec les fonds de Santé Canada. Vous devez le prêter. Par contre, si dans un projet, vous avez besoin d'embaucher une nouvelle personne et vous avez besoin d'un ordinateur, c'est différent d'en faire l'achat. Le financement des services de santé directe, j'en ai parlé, ça fait qu'on peut passer à la prochaine. Les transferts de fonds à des tiers. Il y a 2 types de tiers ici. Vous avez les sous-traitants, consultants ou contractuels. C'est la même définition qu'on avait auparavant. Et ensuite, il y a les tierces parties. C'est des accords de contribution. Le premier, c'est des contrats.
Alors, vous donnez un contrat, un consultant, un avocat, un consultant en gestion, un consultant en développement de programme. Une tierce partie, c'est quand on donne de l'argent à un organisme à but non lucratif qui obtient des fonds pour la réalisation d'activités ou d'un extrait dans un projet admissible. Et on va demander que vous obteniez l'accord écrit pour conclure des accords de contribution avec une tierce partie. La raison de ça, c'est une question de gestion de risque. C'est que si vous transférez de l'argent à un promoteur pour réaliser un projet ou réaliser une partie d'un projet, il y a une question de risque et on veut s'assurer que vous avez les conditions en place pour gérer l'accord de contribution localement. Donc, l'article 3.7.2 du guide peut vous donner des renseignements sur tout ce que ça comprend. Et puis, à ce moment-là, on peut vous appuyer dans ça. Des avances de fonds trop perçus et fonds excédentaires, il n'y a pas de changement, mais la date a changé et on veut changer le processus. Il y a une chose qu'on déteste beaucoup, c'est de retourner des fonds au gouvernement au bout de l'année. Donc, on va vous demander d'informer avant le 15 décembre votre conseillère à la programmation pour faire connaître si vous êtes pour avoir des surplus. Et l'idée ici, c'est qu'on aimerait, avec les conseillères, que vous développez, lui faire connaître vos besoins et développer avec elle des projets ou des idées de projets pour des fonds excédentaires, par exemple. Et ça peut être des fois en fin d'année ou en début de janvier, après qu'on sait les montants, c'est qu'on soit capable de redistribuer les montants en ayant l'information. Donc, les conseillères devraient connaître vos besoins. Et il y a certains besoins à l'occasion que ce n'est pas des grosses choses, mais ça peut être d'acheter des équipements ou ça peut être des besoins ajouter des voyages, par exemple, pour aller dans une région de votre province que vous n'avez pas eu la chance de faire ou d'ajouter des éléments de ce genre-là. Et à ce moment-là, s'il y a des fonds excédentaires venant d'autres réseaux de la société, ils peuvent être alloués plus rapidement et plus simplement. Et vous avez des politiques sur la conservation des dossiers. Ça, il n'y a pas eu de modification dans ce domaine-là. À la partie 2, la prochaine place, c'est les employés. Alors, on vous demande des questions sur le salaire, le nombre d'heures et les équivalents temps plein. Et on parle aussi de description de tâches. On vous a demandé de séparer dans le nombre d'heures et ETP par catégorie pour qu'on soit capable d'avoir une idée de combien d'employés, combien de ressources humaines sont financées dans notre projet. Et ça, c'est une chose qui va être exigée pour tous les réseaux. Et on doit fournir l'information aux bailleurs de fonds également. Les descriptions de tâches, on vous recommande d'en avoir pour chacun des postes. Je peux vous dire que la société, on est obligé à la dernière minute, au mois de mars, de reviser toutes nos descriptions de tâches. Le bailleur de fonds nous a demandé une copie de chacune. Ça se peut qu'ils nous demandent, on a posé la question s'il y avait besoin de celle des réseaux. Ils nous ont dit pas maintenant, mais ça se pourrait qu'à un moment donné, on nous les demande également. Donc, on vous encourage à tenir vos descriptions de tâches à jour pour les postes. Documenter les heures travaillées pour le réseautage et les projets novateurs. J'ai mentionné tout à l'heure qu'on ne permettra pas qu'une personne soit payée ou travaille, disons, une personne peut travailler dans les deux, dans le réseautage et les projets, mais vous devrez avoir la démonstration du nombre d'heures dans les projets puis le nombre d'heures dans les réseaux. Donc, si vous avez une personne qui travaille dans les deux, vous devez le documenter. Et l'avantage sociaux, on a ajouté la section, la société a un programme d'avantage d'assurance collective pour ses employés. Et s'il y a des réseaux qui n'ont pas de programme d'assurance collective et qui veulent participer à notre programme, ils sont le bienvenu d'en faire la demande. Puis, il y a des coûts associés à ça. Mais c'est probablement moins cher que si vous avez votre propre programme pour un employé ou deux employés. Donc, c'est une offre de service qu'on vous fait pour nous aider
pour vous aider, c'est-à-dire à avoir un programme. Et je pense que faut pas oublier qu'il y a des fois des situations qui c'est avantageux d'avoir une assurance en cas d'invalidité ou de ce genre d'appui. Pour les autres dépenses, vous pouvez voir la section 5 à 9 du guide à partir de la page 20, dans la section 5 à 9 du guide, justement, pour aller voir les détails. Il n'y a pas eu de changement entre les années passées et maintenant. Autres dépenses et revenus, il n'y a pas de changement non plus. Julien peut peut-être expliquer la question du remboursement de la TPS-TVH pour expliquer ce que ça veut dire. Oui, en fait, on demande à nos bénéficiaires d'inscrire sur leur prévision de comptant, leur annexe D, la totalité de la dépense, par exemple, une facture de 100 $ avec 13 % ou 15 % de taxes, d'inscrire 115 $ et les remboursements, parce qu'il y a une portion du 15 $ de taxes qui va être remboursable, vous pouvez le réinvestir dans le projet avec une déclaration en fin de l'année, de m'informer, dit, ben, on a des crédits de taxes, par exemple, de 20 000 $ qu'on va réutiliser dans le projet. Vous pouvez le faire dans la même année financière ou vous pouvez le faire dans une autre année financière, mais l'important, c'est d'utiliser ces crédits de taxes-là avant l'expiration de l'accord. Et dans notre cas, aujourd'hui on parle du 31 décembre 2023. Alors, c'est ça. OK. La dernière puce, c'est la gestion de plusieurs projets. Un réseau, vous avez l'enveloppe réseautage et il va y avoir des enveloppes de projets. Donc, ça, le réseautage est considéré un projet et les autres projets, c'est l'autre partie. Et vous avez à la page 24 l'explication de la distinction entre le financement du réseautage et le financement des projets. Donc, les frais directs pour un projet peuvent se mettre dans le projet, mais les salaires de la direction générale, de la comptabilité, secrétariat, les frais liés à la gouvernance, l'entretien de locaux, les frais du site web, location de photocopieurs, frais d'assurance, frais bancaires, frais d'audit, tous ces frais-là doivent être partie du réseautage et ne peuvent pas être imputés au projet. Prochaine diapo, c'est la reddition de compte. Les changements ici sont mineurs, sont différents. Il n'y a pas beaucoup de différence, c'est-à-dire le rapport de progrès, ça va être 10 octobre, 10 avril. Et on a eu une consigne, on va nous demander de faire un rapport de progrès qui n'a pas plus de 20 pages. On soumettait jusqu'à maintenant des rapports de 200 quelques pages à chaque 6 mois. Et le ministère, c'est des rapports de 20 pages environ qui vont demander. Donc, ça va nous emmener à faire moins de rapportage dans ce sens-là, puis on va essayer de voir à ce que ça soit plus simple pour tout le monde. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Le cadre de mesure de rendement va être dû le 30 mai de chaque année. Ça n'a pas changé. Les rapports les annexes D, les prévisions de comptant avec signature, c'est la même chose. Ça va être 2 fois par année. Et les activités de surveillance, il y a un changement à la vérification annuelle. Avant ça, on appelait ça l'inspection périodique. On prenait une firme de vérification comptable qui allait chez 2 réseaux par année. Et elle faisait une vérification des entrées, vérifiait les factures, vérifiait différentes choses. Et on a eu la permission de ne plus avoir à faire ça de la même façon. Donc, on va continuer parce qu'on nous demande d'avoir des activités de surveillance. On va continuer la même approche, c'est-à-dire on va faire une vérification annuelle de 2 réseaux, mais on va le faire de façon tout à fait différente avec la conseillère et Julien. On va sortir Julien du bureau d'Ottawa, puis on va l'emmener voir les réseaux aussi. Et Julien va faire la partie financière
et la conseillère au programme va faire la partie programme et ça va être plus une conversation avec les réseaux pour s'assurer que les choses sont faites selon les accords de contribution et qu'on peut dire que ça va bien dans chaque réseau. Donc, on va faire ça de façon différente. On va prendre à peu près le même processus ou la même approche que fait le Québec, là, notre partenaire au Québec. Et c'est pour ça, quand on a demandé ça, ça va réduire un peu les frais pour nous, mais c'est que surtout, ça va être plus transfert de connaissances et d'apprentissage d'une part et d'autre. Donc, je pense que ça, c'est une chose qu'on voudrait mettre en œuvre, là, puis on va travailler là-dessus d'ici le mois de septembre pour que ça se fasse de cette façon-là. Et la dernière puce, la gestion des risques, ça a été ajouté. Et c'est une demande du comité d'audit de la SSF qu'on ajoute cette partie-là. Actuellement, la société a des risques vis-à-vis Santé Canada et les réseaux aussi ont des risques et on voulait s'assurer que les réseaux mettent en place ou réfléchissent aux risques potentiels chez eux. L'évolution du risque, ça évolue rapidement. Il y a des choses qui changent, il y a des technologies qui changent. Donc, je pense que c'est important que chaque réseau reconnaisse les risques auxquels ils sont exposés et s'assure d'avoir en place des moyens pour mitiger ces risques-là. Ça peut vouloir dire de se doter d'assurance en propriété. On sait qu'on a nos réseaux qui ont subi une mauvaise en étant dévalisés, sans assurance, donc obligés de racheter toutes sortes d'équipements. Donc, c'est ce genre de choses à réfléchir. Est-ce que j'ai en place ce qu'il faut pour gérer mes risques? Donc, le comité de finances audit de la SSF a suggéré qu'on ajoute ça dans le guide de référence. Et la dernière partie, c'est les questions de communication et de lobbying. La reconnaissance demeure la même. Cette initiative est financée par Santé Canada via la SSF dans le cadre du plan d'action pour les langues officielles 18-23, Investir pour notre avenir. Alors, cette reconnaissance devrait apparaître aux bons endroits là, dans nos publications, dans les outils de promotion. Donc, c'est une exigence de la part du bailleur de fonds. Il y a aussi un avertissement dans certains documents qui devraient apparaître et c'est les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada et de la Société Santé en français. Donc, si vous écrivez des documents ou si vous faites des argumentaires au niveau du réseau, vous le faites à votre nom et non pas au nom de la SSF ou de Santé Canada. Il y a question des droits de propriété intellectuelle, puis on a ajouté un paragraphe. Le paragraphe, c'est qu'on a maintenant de plus en plus de documents sur le portail. On a de plus en plus d'outils qui sont créés par un réseau. Et j'ai toujours entendu dire que les réseaux sont entièrement d'accord à ce que les gens partagent et prennent leurs outils puis les rendent disponibles dans leur communauté. C'est une bonne pratique. Mais quand on fait ça, ça serait bon de donner le crédit d'où on a pris l'information. Donc, on recommande fortement qu'un bénéficiaire peut prendre ou adapter, utiliser un produit d'un autre bénéficiaire. On recommande que vous obtenez l'autorisation et donnez la reconnaissance de la contribution initiale du producteur. Donc, je pense que ça a été demandé. Il y a un réseau qui m'en a parlé. Les gens n'ont pas d'objection qu'on utilise certains outils, mais donnons les reconnaissances acquis de droit. Le prochain, c'est nouveau. Et ce n'était pas dans les accords précédents. C'est qu'on doit aviser Santé Canada d'événements, des annonces publiques, par exemple, de cérémonies qui sont liées à l'initiative. Et on nous demande de le faire 10 jours avant. Donc, moi, ce que je vous propose ici, on l'a mis dans le guide, c'est aviser votre conseillère à la programmation. Envoyez-lui un courriel quand vous avez un événement public. Et ça peut être des forums, ça peut être des choses de ce genre-là. Et nous, on va aviser Santé Canada de l'événement en question.
Donc, c'est une des choses qui est importante à savoir. C'est nouveau. On va s'habituer. Mais c'est pas une mauvaise chose non plus qu'on le sache pour nous-mêmes, mais aussi qu'on puisse aviser notre bailleur de fonds principal de certains événements qui sont liés au programme. Langue de communication, on est autorisé à faire des communications en français seulement. Cependant, on vous encourage à regarder à qui vous vous adressez. Alors, si vous avez un public visé qui est bilingue et vous voulez faire vos communications dans les 2 langues officielles, il faudrait tenir compte des coûts de traduction dans vos budgets. Et alors, c'est très important de comprendre à qui on s'adresse pour être capable d'adapter nos communications en conséquence. Enfin, le dernier point, c'est les questions de lobbying et de versement de fonds à des lobbyistes. On n'est pas supposé de verser des fonds à des lobbyistes de manière directe ou indirecte pour le programme de contribution. Cependant, ça ne vous empêche pas de rencontrer vos députés. Ça fait partie de votre travail. Vous n'avez pas besoin d'être enregistré nécessairement comme lobbyiste sous la loi du lobbying fédéral, mais vous avez le droit de rencontrer vos députés, des sénateurs. Ça fait partie de notre tâche du quotidien et c'est attendu qu'on va le faire. Mais ce n'est pas nécessairement considéré comme du lobbying à ce moment-là. Donc ça, mais vous pouvez pas utiliser vos fonds pour payer des lobbyistes dans ce contexte-ci. Alors, ça conclut ma présentation et à partir de maintenant, on va prendre les questions et réponses et Julien et moi, on va se partager le travail de ce côté-là. Super. Merci beaucoup pour la présentation, Michel. Beaucoup de contenu, quelques ajustements. On est maintenant rendu, c'est ça la période de questions-réponses. Vous avez 2 options. Il y a ceux et celles que je peux voir à l'écran avec qui, bon, je peux prendre les tours de table. Puis, il y a aussi notre option de boîte de conversation là, où vous pouvez mentionner votre intérêt à poser une question ou à creuser. Puis, à ce moment-là, je pourrais vous donner un tour de table. Donc, à vous la parole. Oui, Julie. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. OK, juste une petite question, c'est au sujet de la permission provinciale. Donc, j'ai vu là, dans le cadre ou dans le guide qui disait qu'on avait besoin, pour avoir une initiative dans une province, il fallait avoir la permission. Donc, en conséquence de l'Ontario, la permission, est-ce qu'on parle d'un AIRLIS, un coordonnateur, un établissement, le ministère lui-même? À quel niveau de permission? C'est en autant que vous avez une permission ça peut être dans l'Ontario, ça peut être un AIRLIS. OK, merci. Oui. Ou une autorité de santé. En d'autres mots, vous ne pouvez pas créer un service ou commencer à donner des services, des soins ou des services de santé sans avoir le OK de vos fournisseurs, pas de vos fournisseurs, mais vos autorités. Annie? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Alors, c'est ça, j'ai 2 questions. Une première plus technique à Julien. Tout à l'heure, au niveau du remboursement de la TPS, Julien, nous, je crois, puis je dois vérifier avec notre comptable, on enlève la demi de la TPS au fur et à mesure. Est-ce que c'est correct si on le fait comme ça? C'est correct. C'est correct. C'est une manière de procéder. Ça vous permet de dépenser plus votre taux de taxe immédiatement dans l'année courante. Oui, c'est acceptable. On peut le faire dans les 2 sens. OK. Oui. Dans les 2 sens. L'autre chose, moi, j'ai été très étonnée au niveau des descriptions de tâches. Je me dis vraiment, Santé Canada peut demander les descriptions de tâches. Je trouve que c'est quelque chose qui revient à l'autonomie, l'indépendance des réseaux. Alors, on en a des descriptions de tâches, bien sûr, c'est pas qu'on n'en a pas, mais je suis très étonnée du niveau de contrôle. Là. On l'était étonné aussi, oui. Parce que même, je me demande si c'est légal qu'ils puissent demander ça.
Ce serait intéressant d'avoir un avis légal sur ça. Ils ont demandé les descriptions de tâches pour les postes qui sont liés au projet. Ils ne demanderont pas les descriptions de tâches pour les postes qui ne sont pas financés par le projet. OK. J'ai une autre question, mais je vais laisser les gens y aller. Puis je reviendrai après. J'étais juste étonnée, puis je me demandais la légalité, honnêtement, de tout ça. Ici, c'est Pauline. Michel, quand tu dis lié au projet, tu parles seulement des projets ou tu parles du réseautage aussi? Le réseautage est considéré comme un projet dans le cadre c'est dans le programme de contribution aux langues officielles. Ben, finalement, réseautage et projet. Finalement, on donne des descriptions de tâches pour toutes. C'est pas juste, tu dis lié au projet. La raison, c'est que dans le cas d'Annie, je pense, entre autres, c'est parce qu'elle reçoit du financement de sa province pour autre chose. Il y a des réseaux qui ont 2 fonctions. Okay. Ils ne peuvent pas demander des descriptions de tâches liées aux autres programmes. C'est ça que je veux dire. OK. Puis dans le même sens, si j'ai bien compris, tu as mentionné qu'on ne peut pas travailler en réseautage et en projet. Il va falloir qu'on fasse... Mais c'est difficile lorsque tu fais du réseautage de ne pas travailler dans tes projets si c'est toi qui es le promoteur. Tu sais, je veux dire, j'essaie juste de comprendre qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que Santé Canada veut parce que c'est un petit peu difficile de ne pas travailler dans les 2 bords. C'est que faut que tu aies une distinction quand tu travailles dans un projet, quand quelqu'un travaille sur un projet. Si tu es directement la personne dans le projet qui le fait avancer, qui fait évoluer le projet, c'est dans ta job de projet. Mais si c'est dans d'autres domaines, c'est dans le réseautage. OK. On a Benjamin qui a une intervention. Je voulais justement compléter cette question avec comment on trouve, à part la fiche de poste, par exemple, moi j'ai quelqu'un qui va travailler 3 jours semaine réseautage, 2 jours semaine réseautage, 3 jours semaine projet. Est-ce que si j'ai juste la fiche de poste, c'est bon pour preuve de ce qu'elle fait? Ce qu'on recommande, c'est que que vous documentiez les heures, que la personne documente ses heures qui sont liées au projet et les heures qui sont liées au réseautage. Donc, tu veux des fiches de temps pour chaque journée? Je ne veux pas les avoir, je veux que vous les gardiez, par exemple. D'accord. Et de les documenter. Si on vous les demande à ce moment-là. Quels outils tu mets à disposition des réseaux pour faire ce suivi-là? Parce que ça prend un temps conséquent. Et comme dit Pauline, c'est parfois, moi je fais des déclarations médias où je fais des interventions où je parle projet et réseautage. Et donc, je te dis quoi? J'ai fait une intervention de 4 minutes sur réseautage et le reste, c'était projet. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on va dans un niveau de finesse qui est, je pense, à la hauteur de nos financements, qui est, je pense que ridicule est un mot un peu fort et je ne l'utiliserai pas, mais qui est un time consuming, quoi. Voilà, donc on n'a pas assez de temps pour répondre aux demandes de la SSF. J'aurais pas assez de temps pour aller dans ce degré de finesse pour répondre à tout ça. C'est pas l'idée. L'idée, c'est pas aller c'est pas du tout d'aller dans cette approche-là. D'accord. L'idée, c'est que tu as un projet, vous allez avoir des projets annoncés là, bientôt. Là, vous allez avoir peut-être vous allez mettre une ressource humaine pour gérer le projet. Ouais. À ce moment-là, vous devrez calculer combien d'heures que cette personne-là va mettre sur ce projet. Et puis, le reste de son travail, c'est du réseautage. Mais donc, ça revient à la fiche de poste. C'est pour ça que je te dis que c'est... c'est vous autres. Si vous voulez faire du micro, de très micro, ça sera libre à vous, mais c'est pas ça qu'on va vous demander. Non, mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'une fiche de poste avec le nombre d'heures par projet, le nombre d'heures par réseautage est suffisant, finalement. Oui. Oui, d'accord, ok, c'est ce que je voulais savoir. Oui. Ça, c'est parfait, ça me semble. Oui. Merci. Merci, Benjamin. On a Gaël qui a une question. Michel, je trouve que c'est déjà très micro, moi, personnellement. Je pense que j'appuie ce qui a été dit précédemment. Ça m'inquiète même, puisqu'il y a d'autres exemples de d'autres groupes sectoriels, je ne veux pas donner de nom, qui fonctionnent quasiment à ce niveau-là et qui sont devenus complètement, comment dire, comment, c'est difficile parce que je veux pas surtout que c'est enregistré. Non, mais ça m'inquiète énormément qu'on va vers des situations de blocage. On encouragera les réseaux, surtout qu'au début, on n'aura que l'enveloppe réseautage. Donc, on va gérer de façon à ce que l'entièreté du salaire va être pris sur ce côté-là. Et tout est mis en place actuellement là pour qu'on empêche l'émergence de projets.
Moi, c'est mon point de vue. On va encourager les réseaux à se fonctionnariser dans le mode péjoratif du terme, dans le réseautage, et on va les dissuader de faire des projets, et il n'y en aura plus à terme. Et ça, c'est vraiment mon grande inquiétude. Je le vois venir gros comme un camion. J'étais impliqué dans un autre secteur qui fonctionne comme ça, et il n'y a rien qui se passe. C'est pas seulement une province particulière, c'est à travers le Canada. On va vers là, et on va vers un endroit de blocage, et je suis tout à fait d'accord. On est déjà dans la nano-gestion, là. Moi, ça m'inquiète énormément de voir de ce qui s'en vient. Il y a un manque de souplesse, et puis on va dans une finesse qui va être… Nos agents vont passer la moitié de leur journée à noter leurs heures et qu'est-ce que je fais exactement à l'heure près. Je suis très, très inquiet là-dessus. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième, puisque j'avais une question, tant que j'ai la parole, je la prends. Et puis, à Terre-Neuve, on n'est pas encore concerné. Je ne dis pas encore, ça pourrait venir, mais il y a un mouvement qui se développe en Atlantique, en tout cas. Et je ne sais pas, je vois que Jeanne est là. Elle pourra peut-être répondre. Il y a aussi Lulu Prince-Édouard. Je ne sais pas où Lulu Prince-Édouard est là. Ils sont peut-être pas là. Ils sont là. Bonjour. On a mentionné tout à l'heure que la comptabilité ne pouvait pas être prise sur les projets. En Nouvelle-Écosse, depuis des années avec le service finance, je ne sais pas si Jeanne, tu es avec le service finance, et en Lille du Prince-Édouard depuis déjà au moins 2 ans, mais je ne sais pas si le réseau santé y est, et ça s'en vient au Nouveau-Brunswick pour les organismes qui le veulent, et ça pourrait venir ailleurs, parce que Patrimoine canadien pousse à ce modèle-là qui fonctionne depuis longtemps en Nouvelle-Écosse, c'est-à-dire que le service finance prend 5% de tous les revenus, tous. Mais si vous avez que le réseautage, ils vont prendre 5% du réseautage. Et c'est que quand les projets arrivent qu'ils vont prendre 5% du projet. Et là, vous nous dites que la comptabilité ne peut pas être payée sur le projet. Ce modèle-là ne fonctionne plus. Alors que c'est un modèle qui se développe en Atlantique et qui commence en Ontario. Je sais que l'Ontario commence à y travailler au niveau communautaire. Et donc là, ça va poser de vrais problèmes de fonctionnement dans ce qui fonctionne déjà dans certaines provinces. Ce n'est pas encore le cas à Terre-Neuve, ça pourrait le venir parce que Patrimoine pousse beaucoup. Jeanne, je te laisse la parole sur ce dossier-là parce que Justement, merci Gaëlle. J'avais cette question, j'avais noté, parce que Michel, tu nous as listé à un moment donné toutes les dépenses qui devaient figurer dans le réseautage et non dans les projets. Et je n'étais pas sûre d'avoir bien entendu, mais ça me fait peur là, parce que comme dit Gaëlle, on fonctionne exactement comme ça. C'est-à-dire que notre service des finances prend 5% du financement qu'on reçoit. Donc, ça veut dire que je vais peut-être pas accepter les 3 projets ou l'argent qui va arriver parce que comment je les paye, en tout cas. Ou alors, il faut que je fasse le travail, ce qui n'est pas possible. Enfin, c'est ça, c'est me rajouter du travail. Mais c'est bien ça, est-ce que c'est vrai, Julien, Michel? C'est ce que j'ai entendu moi aussi. Oui. Et là, ça ne pourra pas fonctionner avec ce qui se met en place. Et je sais qu'en Ontario, ils y travaillent en ce moment. Est-ce que solution? Est-ce que vous pouvez expliquer, parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, parce que nous aussi, moi au Manitoba, ma comptable, je lui donne un certain pourcentage pour l'ensemble, et lorsque j'y ajoute du travail, il faut que je la paye. Donc, si j'ai 3 gros projets qui embarquent, ou 2, ou 1, parce qu'on a des enveloppes qui nous ont été enlevées, promotion de la santé, etc. Et là, notre comptable se retrouve avec un revenu moins important. Alors, moi, c'est de la façon qu'on fonctionne aussi. Là. Ça fait que je voudrais avoir des précisions sur ça parce que je ne vois pas la mauvaise gestion là-dedans. Et au contraire, c'est une façon logique et une très bonne gestion de séparer comment on fait les choses. On va vous revenir là-dessus. Julien et moi, on va s'informer puis on va vous répondre là-dessus. Donc, il n'y a pas d'éléments d'information complémentaires pour l'instant, Michel? Non. OK. En tout cas, ça va créer des problèmes et je vous le dis, le mode de pourcentage comme ça permet à un organisme qui en début d'année, il sait par exemple qu'il a 200 000 de fonctionnement, je donne un exemple, il sait qu'il a 5%, mais si dans l'année il a des projets qui se rajoutent, c'est normal, ça crée du travail de plus à la comptabilité qui est dans ces cas-là externalisé, mais il faut c'est un deal, c'est 5% qu'on touche 10 000 par an ou 500 000. Et, donc ça va varier si tu as un projet de 2 ans ou 3 ans. Au bout de 3 ans, quand le projet n'est plus là, ça veut dire que l'argent est réduit. C'est 5% des revenus. C'est pas plus compliqué que ça. Okay. De tous les revenus. Mais en fait, c'est très logique si vous regardez comme les employés. Vous disiez, vous mettez des coordonnateurs ou des agents de projet pour les projets. On identifie, on fait même
une description de tâche, eh ben, c'est la même chose. Là, on ajoute, on demande à un comptable de… C'est parce que le message qu'on a, puis le message de base, c'est que la gestion des projets doit faire partie du réseautage. OK. C'est ça, c'est le message de Mais base. ça marche pas. Et là, je reviens à mon premier point. Excusez-moi. J'aimerais ça qu'on évite de tomber en conversation. J'ai des mains qui se sont levées. Je comprends que la situation est délicate par rapport à ça, mais j'ai bien compris que Michel allait chercher du complément d'information. Ouais. Julien aussi. J'ai Élise, Benjamin, Julie. Gaël, est-ce que tu souhaiterais avoir un tour de table? Oui, parce que Michel vient de ramener le dossier à ma première question, où je pense qu'on va vers un blocage et on fera plus de projet à terme. C'est ce qui se passe dans un autre réseau national, et parce qu'on les a bloqués comme ça dans des ententes extrêmement contraignantes, et il n'y a rien qui se passe. Et on va vers là. Moi, je le vois gros comme un camion. Okay. Parfait, merci. Élise. Je comprends la préoccupation à Gaël et Jeanne par rapport au projet. Nous autres, présentement, on a un service de finances, mais on n'utilise pas le service de finances qui est en place, mais plusieurs des organismes l'utilisent. On avait un contrat avec une personne qui s'occupe des finances, puis cette année, les autres années, on prenait un peu de ces salaires dans tous les autres projets, mais maintenant, on est obligé de le prendre à l'intérieur du réseautage. Donc, c'est un peu la même préoccupation, ben, ça nous affecte moins parce qu'on a quand même prévu dans le réseautage de payer l'entière des ressources qu'on doit défrayer à les services de comptabilité. Mais je peux comprendre très bien. Si jamais on parvenait notre contractuel, on s'en irait et on utiliserait le service, puis on serait obligé de payer 5%. Donc, c'est une compréhension aussi. Parfait, merci Élise. Benjamin? Merci beaucoup, Élise. Moi, je suis très rassuré que Julien vienne faire la comptabilité des projets dans tous les réseaux. Ça me rassure vraiment. Ça va être formidable. Non, je rejoins tout à fait Gaël sur cette inquiétude qu'on a pour la gestion de projet. Je voudrais bien que Michel répète ce qui doit être pris dans le réseautage au niveau de la gestion de projet. Moi, je pense qu'un projet qui est mené et qui n'est pas géré dans son enveloppe, ça peut poser des problèmes à terme, comme dit Gaël. Je voudrais ajouter aussi la notion de communication. Coordination et communication, c'est deux choses aussi qui sont dans notre réseau en tout cas liées en pourcentage. Si un projet est mené et qu'il n'y a pas de communication associée, c'est-à-dire nous on a 5% de communication par projet, 10% de coordination, si cet argent-là n'est pas pris dans le projet, il ne va pas être pris dans le réseautage. Donc il va devoir être pris dans le réseautage. Mais comme on a déjà tout envoyé à Julien, je ne sais pas comment on va se débrouiller pour ça. Donc ça, c'était ma première question qui m'inquiétait. Je voulais savoir aussi pour la reconnaissance de bailleurs de fonds, on est tout à fait reconnaissant de Santé Canada et de la SSF de gérer cet argent-là. Quand on fait des documents qui sont à des tailles qui deviennent, comment dire, très efficaces, on va dire, pour communiquer auprès de nos cibles et qu'on rajoute un paragraphe de 4 lignes pour dire qu'on a reçu de l'argent de Santé Canada, est-ce qu'il y a des versions plus courtes de cette phrase-là? Est-ce qu'il y a la position de logo? Est-ce qu'il y a une charte graphique associée? Est-ce qu'il y a une réflexion qui a été faite au niveau de la communication là-dessus? Et je suis désolé de repousser toujours la partie communication, mais dans notre communauté, en tout cas, si on ne communique pas bien, on n'existe pas. Donc voilà, je voulais savoir s'il y a une réflexion là-dessus. Merci. L'élément, la phrase avec le logo de la SSF, le logo de Santé Canada est déjà défini dans l'accord de contribution. C'est pas ça, c'est une exigence de leur part. La grosseur n'est pas définie. Ça, c'est. Donc caractère 2, ça te va? Si tu fais un signet, il y a aussi une question de ce que tu as de la place aussi pour le faire. Ça dépend. Il y a une question aussi de si tu écris un document puis tu le mets dans la page à la fin ou au début d'une des pages, des 4 pages de couvercle, tu peux le mettre dans le bas d'une page. Je veux dire, en autant que l'information est là. D'accord. Parce que je suis tout à fait d'accord sur la partie rapport et autres, mais parfois, tu fais des projets où tu as besoin de promouvoir ton projet et tu ne vas pas envoyer un rapport à chaque personne que tu touches. Donc, c'est juste savoir s'il y a des déclinaisons possibles de cette phrase-là.
tout à fait d'accord pour reconnaître les bailleurs de fonds, mais est-ce qu'il y a une logique d'adaptation, comme n'importe quelle charte graphique, où on va avoir des logos qui sont verticaux, horizontaux, plus ou moins gros, quelle est la taille minimale acceptable, n'importe quelle compagnie, organisation, institution a des chartes là-dessus. Quelle est la politique de Santé Canada et de la SSF là-dessus? C'est juste respecter les règles, aucun problème, mais quelles sont... On va mettre notre équipe de mobilisation de connaissances là-dessus pour Merci bien. Okay. Super. J'ai Julie, le récéphane, donc Valérie qui a écrit dans la boîte de conversation, et Paul. Julie. OK. Oui. Juste pour faire le suivi, je sais qu'à un moment, Julien, il y avait un comité qui avait été mis ensemble qui était, ça c'est dans le temps de Paul André, qui était sur le côté de finances et adresser toutes les questions comme ça. C'est un comité d'optimisation. C'est ça. Donc, je me demande si ça serait possible de réinvigurer ce comité-là, parce qu'il y a des gens qui ont des questions qui sont très techniques au sujet de la comptabilité. Puis là, on est en train, je pense, en tout cas, en train de mélanger quelques différentes choses. Il y a des réactions des certains au guide, il y a des réactions à le côté comptabilité spécifique sur les enjeux. Puis je me demande si on sépare ces choses-là pour avoir un webinaire qui serait exactement juste sur les meilleures pratiques sur la partie comptabilité. Donc, je sais que tu as toutes les réponses, mais de te lancer ça tout d'un coup, là, dans une grosse réunion comme ça va devenir un peu lourd pour tout le monde. Puis je me demande si on garderait ça séparé, d'avoir une autre rencontre. Puis là, les gens peuvent, tu peux passer à travers de tout. Et si les gens veulent avoir quelqu'un en comptabilité avec eux à cette réunion-là, ils peuvent l'avoir. Puis là, tous les enjeux sont adressés à ce point-là. Ça serait possible? Sur des sujets spécifiques, oui. Oui, pourquoi pas. Okay. Excellent. On a Valérie qui nous a partagé dans la boîte de dialogue. Juste pour ajouter, le RECEFAN a aussi un service de tenue de livres externes et comme on ne sait pas si on aura le financement des projets, on a dû gonfler le montant dans le réseautage pour comme Élise, pour nous assurer de pouvoir le payer, qu'on puisse faire, ouais, donc c'est ça, qu'on puisse faire 0 ou 3 projets. Bon. Et si vous pouvez encore une fois nous envoyer cette phrase magique, ce serait apprécié. Oui, effectivement, la phrase est dans le guide, mais effectivement, on pourrait vous la faire parvenir par courriel. Là. Elle est dans le guide et aussi dans l'accord de contribution. Elle est aussi dans l'accord de contribution. Et dans le guide de mémoire, elle est... Page 28. Page 28. Excellent. Merci, Michel. Paul. Là, de cette phrase-là qu'on est obligé de publier. Je comprends que l'on puisse, et c'est souhaitable que l'on mette évidemment le logo ou la liste de nos bailleurs de fonds dans la production de notre documentation, que ce soit du matériel de promotion, etc. Et qu'on soit obligé de mettre cette phrase-là, que les opinions exprimées ne sont pas celles de la SSF ou de Santé Canada, nous paraît tout à fait négatif quand on est en train de faire une promotion du mouvement santé en français dans nos régions. Est-ce qu'on dirait que le national a peur de ce qu'on va faire ou de ce qu'on peut imprimer ou publier? Puis je me mets dans la place du lecteur qui lit notre documentation et qui dit « Mais pourquoi est-ce que vous êtes obligé de dire ça? Comme ça, est-ce que le national a peur de vous autres? C'est quoi qui se passe? Est-ce que c'est absolument nécessaire? » C'est nécessaire dans des documents d'argumentaire, dans des rapports avec... On ne vous demande pas dans la promotion. C'est vraiment dans un contexte de documentation. Quand vous écrivez quand vous exprimez, dans le fond, votre position comme réseau, encore là, ça peut être écrit très petit dans le bas d'une page. Si vous prenez nos documents, vous n'avez pas besoin de le mettre. Mais... Ouais. En fait, si je peux intervenir, Santé Canada nous l'incrit dans en fait, c'est une phrase dans l'accord de contribution pour protéger Santé Canada. Nous, on utilise la même. Alors, c'est une question de risque. Si vous ne voyez pas de risque, je ne crois pas que c'est nécessaire de la mettre. Est-ce qu'on peut nous dire clairement dans quel document qu'il faut absolument mettre ça et dans quel document qu'on n'a pas besoin de mettre ça?
C'est un peu du jugement, là, comme Michel dit. Là, c'est quand il y a un argumentaire puis une position, oui. Mais sinon, si vous avez un doute, de demander nous-le, puis on va vous dire si on juge qu'on veut se protéger, nous, avec cette phrase-là ou pas. Si nous, on évalue qu'il n'y a pas de risque, on va dire, ben, pas nécessaire. D'accord. Contacte ta conseillère à la programmation pour en discuter avec elle à ce moment-là. J'ai mis Lise sur speed dial. Est-ce que je peux juste clarifier quelque chose? Parce que dans le guide, c'est marqué sur tout document, sur tout matériel conçu pour être distribué au public. C'est pas juste à notre jugement, là. C'est marqué tout matériel. Là, vous faites c'est quoi là? C'est où est-ce qu'on s'en va, là? Où, là? On se fie à ce qui est écrit ou on se fie à ce que vous dites? La théorie, c'est surtout, mais si vous ne voulez pas le mettre surtout, appelez-nous, puis on va lever nous-mêmes l'exception. Mais c'est fait tout azimut pour protéger autant Santé Canada que nous. Vous voulez entre les lignes un peu. Oui, c'est ça. En d'autres mots, n'hésitez pas à contacter votre conseillère. Puis il y a 2 agents de com à la SSF qui sont un peu ferrés aussi là, pour répondre à ces questions-là, qui vont être en appui aux conseillères. J'avais Annie qui avait une autre question. J'ai vu quelqu'un lever la main, mais c'est allé vite. Annie, tu avais une deuxième question tout à l'heure. Je m'étais mis ça un peu dans le stationnement, donc la parole serait à toi. Oui, je pense qu'on va avoir besoin, puis si on n'a pas le temps aujourd'hui, il faudrait revenir peut-être, Michel, au niveau justement de la gestion des projets versus supervision, versus coordination, versus mise en œuvre. Pour moi, c'est pas clair parce que vous nous demandez de mettre ça dans le réseautage et c'est critique parce que comme vous le savez, avec la clé de répartition, il y a des réseaux qui ont beaucoup et il y en a la plupart qui ont très peu. Alors, on ne peut pas prendre dans notre réseautage pour faire tout le travail. Et là, vous êtes en train de nous demander un travail colossal en gestion de projet où on n'a pas mis, parce qu'on ne peut pas le faire. On peut faire de la supervision, je crois, de projet, mais qu'est-ce que vous voulez dire par gestion de projet? Parce que je pense qu'on a 20 différentes définitions. Et pour moi, la gestion de projet, c'est juste l'encadrement et la supervision, mais au niveau de mettre en œuvre le projet, de coordonner, où j'ai besoin d'expertise spécifique, je vais devoir aller ailleurs. Oui. Donc, OK, on s'entend sur... OK. Tu l'as très bien défini. OK, bon, c'est de la supervision. Okay. On va travailler aussi ensemble avec Lise, Maggie puis Caroline au niveau de... C'est dans leur rôle, c'est ça aussi, c'est d'assurer que les choses, ça va vous faciliter la tâche plutôt que compliquer les tâches. Puis on va essayer de voir si on ne pourrait pas trouver des moyens d'appuyer encore mieux. Mais la distinction, c'est que quand on parle de gestion de projet, c'est à un niveau plus élevé. C'est que c'est beaucoup plus comme assurer que le projet va aller de l'avant, mais vous avez besoin d'une coordination ou de quelqu'un qui va faire le travail technique, faire la mise en œuvre, pour la mise en œuvre du projet. L'aspect d'expertise, oui, parce qu'il faut être créatif, parce qu'il faut s'entraider entre nous. Je pense aux réseaux qui ont très peu. Nous, on est un réseau dans le moyen bas, mais je veux dire, c'est ça notre réalité, là. C'est que je pense qu'il faut être créatif collectivement, là. Oui. Caroline. Oui. Il y avait Élise aussi, hein? Il y a Élise aussi qui a levé la main. Ta caméra est activée. J'imagine que tu veux ajouter quelque chose. Moi, c'était vraiment juste pour renforcer le point d'Annie. Je pense que les éléments à retenir ici, c'est de faire attention en gestion puis coordination de projet. Puis effectivement, toutes les fonctions de coordination de projet peuvent être financées par les projets, Dieu merci, parce que sinon, il n'y a pas de projet qui peut exister. Fait que c'était juste pour renforcer un petit peu le point d'Annie puis pour un peu... je pense, rassurer les gens qu'effectivement, les projets, ça ne peut pas se faire tout seul, puis ça ne peut surtout pas se faire par une direction générale qui est déjà mobilisée plus que ce qu'elle le souhaiterait. Donc, je voulais juste renforcer cet élément-là. Parfait, merci. Élise? Oui, c'est par rapport à la gestion de votre travail. Si on veut qu'une personne travaille sur le projet, on peut prendre une partie du salaire. Des fois, ça peut causer des problèmes parce que c'est peut-être
deux échelles de salaire différents. D'habitude, on paye un gestionnaire de projet un certain niveau de salaire, puis c'est une direction générale et paye plus haut. Donc, si on garde la personne à l'embauche à plein temps, ça me disait à un moment donné, il faut qu'on commence à lui payer 30 piastres là pour certaines choses, puis 25 piastres là pour d'autres choses. Ça peut rendre ça encore plus complexe lorsqu'on essaie d'utiliser le personnel qu'on a puis affecter 2 jours par semaine à un certain projet. Qu'est-ce que vous nous suggérez dans ce cas-là? Parce qu'on ne veut pas, si on a un employé ici, puis on met 2 jours sur le projet, puis 3 journées sur le réseautage, mais comment est-ce qu'on règle ça? Parce qu'on n'a pas nécessairement le même barème de salaire pour gestionnaire de projet, puis on le dégage, puis 2 jours, puis là, on embauche pour 2 jours, puis on fait 2 contrats de travail. C'est un peu complexe. Deux fiches de paye différentes. Est-ce que tu as quelque chose à répondre, Michel, par rapport à ça? J'ai mal saisi la question. Peut-être à cause qu'il n'y avait pas de question. OK, c'est ça, c'est un commentaire, oui. Ouais. Je peux voir que ça va arriver. Et je dis à un moment donné, je ne paye pas un tarif de directeur pour quelqu'un qui fait du droit dans son projet ou du gestion de projet. Ça va être des situations avec chaque réseau individuellement à regarder, mais c'est qu'il y a aussi une nouvelle approche par rapport au projet. C'est ça qui est différent. Puis on va avoir à s'adapter au fur et à mesure ensemble. On va essayer de trouver des solutions ensemble. Et puis l'idée, c'est pas d'empêcher la réalisation des projets. Au contraire, c'est excessivement important qu'on les ait en place. Mais il faut essayer de voir comment on peut balancer les exigences du bailleur de fonds dans le nouveau contexte, puis de se donner un peu de flexibilité également. Merci, Michel. J'avais Paul. Est-ce que c'est possible? Paul, avais-tu levé ta main? Non? Parfait. Jeanne-Françoise a écrit dans la boîte de dialogue, juste le côté gestion devrait aussi être inclus dans chaque projet, selon moi. Puis là, j'ai une question que je ne saisis pas par rapport à Diane Dallaire, qui est posée par Annie. Alors, je vois qu'il y a une Diane Dallaire avec nous. Je me demande est-ce que c'est notre Diane qu'on connaît, qu'on a sorti des boulamites. Alors, si c'est le cas, un beau bonjour, Diane, mais je voulais juste savoir quelle Diane et si c'est la bonne Diane et si c'est un autre Diane. Alors, c'est bien la bonne. Allô, Diane. Contente qu'on te sorte des boulamites. Bonjour tout le monde, ceux qui me connaissent, ça me fait plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui. Annie, si je peux répondre, c'est parce que Diane Dallaire a fait la comptabilité pour le Réseau du Nord. Je l'ai invitée pour écouter aujourd'hui pour savoir... Elle est pognée pour travailler avec toi. Pognée. Oh Diane, mes sympathies. Laquelle mes sympathies? OK, merci beaucoup. Puis bonjour Diane. Ben bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on avait d'autres questions, commentaires pour Michel et Julien? Annie? S'il y en a d'autres, là, je veux pas. C'est juste que, bon, j'avais 2 questions techniques. Est-ce que je devrais garder ça pour Julien? Il y a peut-être des gens, peut-être voir Jérémy si les gens ont d'autres questions, puis me revenir. Pour moi, c'était dans le programme de contribution, l'accord que vous nous avez envoyé. J'avais une question face aux 4.4 revenus et 4.12.3 contribution en nature. Vas-y Annie, on est là pour ça. OK, 4.4 les amis, revenus. Ici, je lisais, puis là, je me disais, est-ce que je comprends bien? Puis je pense que je le comprends pas bien, parce que je me dis, je peux pas croire que c'est ça l'intention. Alors, on parle d'un revenu, que si pour un projet, on va chercher d'autres revenus, que c'est possible que le montant restant constitue un trop perçu qui doit être remboursé, que si moi je fais des efforts pour aller chercher des revenus pour le projet, on risque de m'y enlever, parce que quand je le lis, c'est un peu comme ça que je le saisis.
Et je suppose que c'est pas ça l'intention. Ben, théoriquement, oui, mais ça ne s'est jamais fait depuis 2002. Théoriquement, Alors, oui. oui, ben moi, par exemple, si moi je soumets un projet à Santé Canada, ils l'acceptent, puis un projet de 400 000. Et puis, on commence ce projet, puis un autre partenaire de ma province dit « Je vais te le payer au complet, finalement. » Mais là, à ce moment-là, le Santé Canada pourrait dire « Retourne-moi-en. » Fait que c'est une clause tout azimut. Encore une fois, il y en a beaucoup comme ça. Ça n'a jamais été appliqué depuis 2002. Alors, les risques sont énormes, très, 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 très fermes, mais quand même écrite. Si je vais chercher un petit 25 là, vous ne nous l'enlèverez pas. Là. Non. Diane, Okay. Ça, c'est pour... vas-y, Annie. Oui. Ensuite, c'est 4.12.3 en nature. Là, je me disais, hey, c'est pas vrai, vous ne nous demandez pas de comptabiliser les choses en nature au niveau du réseautage. Je peux comprendre au niveau des projets, c'est des choses en tout cas que moi je mets dans les demandes, tout ça. Mais du réseautage, là, il y en a de la nature là-dedans. Puis la nature des bêtes et des activités est difficile à définir parce qu'il y a beaucoup de choses dans le réseautage qui est très dynamique. C'est difficile de lire dans les boules de cristal. Pour nous, c'est très systémique, c'est très politique souvent. Alors, là, je me disais, non, hein? Bon, ça, c'est un peu politique, ce que je pourrais dire. D'après moi, l'intention derrière de ça, c'est le gouvernement, quand il investit dans une initiative, dans un projet, aime bien qu'il ne soit pas tout seul à mettre 100% du financement. Autant, puis incluant, puis il y a une portion du financement qui peut être en nature. Alors, c'est une information qui est bien donnée s'il y a vraiment de l'information, des locaux gratuits, des affaires comme ça, de l'indiquer, ça donne une information au bailleur de fonds en disant « Ah, ben oui, OK, j'ai payé 400 000 pour tel projet, mais il n'y a pas d'autres revenus financiers. Par contre, il y a quand même, je ne suis pas tout seul à avoir payé, on a eu un coup de pouce en nature de, par exemple, 50 000. » C'est une information qui intéresse le bailleur de fonds, qui intéresse Santé Canada, sans vouloir en dire. Je comprends. Tu donnes beaucoup l'exemple de projet, je le comprends, c'est là que moi je le mets. Je parle que l'argent qu'on reçoit, et là, surtout cet accord-là, c'est face au réseautage. Je vais juste terminer. Alors, ça, c'est plus difficile. Oui. Nous, on le met dans notre rapport de rendement parce que vous nous demandez énormément de questions sur les partenaires, tout ça. Et nous, ces éléments-là, on le met dans notre rapport de rendement. Est-ce que c'est suffisant? Oui, tant qu'on ait l'information, c'est suffisant. OK. Et pas trop, Annie, sinon tu vas devoir rembourser un peu d'argent. C'est jamais arrivé. Il y a Diane qui commentait ta première question, Annie, là, en disant que ça a toujours été dans les accords. Elle l'a vérifié. Puis elle avait cette même préoccupation que toi, là. Ça a toujours été là, oui. Est-ce qu'on a d'autres questions, commentaires pour Michel? Souvent, les accords de contribution, ce que je remarque, c'est souvent des langages légaux. Il y a des avocats qui ont tout mis pour se protéger pour tout. Moi, j'avais un commentaire, Jérémy. Je voulais rebondir sur ce que Benjamin a dit, puis Julie tout à l'heure. Nombreux sont les personnes autour du webinaire aujourd'hui qui sont des gestionnaires expérimentés, qui avaient toutes sortes d'outils. Nous autres, on en a aussi. Moi, je pense à un outil en gestion de ressources humaines pour adresser un peu la préoccupation d'Élise tout à l'heure. Donc, moi, je sais que j'ai un outil assez simple là, ici que j'ai conçu, qu'on a conçu là, sur un peu le pourcentage des activités de l'équipe selon projet ou réseautage. Fait que ce que je voulais suggérer, c'est juste de faire dans la prochaine étape qui était suggérée, là, dans les prochains webinaires, ceux qui ont des exemples d'outils de gestion, par exemple en ressources humaines, peut-être les acheminer et puis que ça pourrait servir pour un prochain webinaire, qu'on puisse partager ces outils-là et ces bonnes pratiques-là qui existent déjà dans les réseaux. Fait que la suggestion serait peut-être de l'acheminer à Julien. Je suggérerais qu'on l'envoie aux conseillères. Ça peut être aux conseillères aussi. Conseillères, puis quand on a des réunions d'équipe, on peut mettre ça ensemble puis les relancer. Oui. Parfait. Merci pour ça. J'ai Audrey et Diane. Audrey.
Ah, t'es correct, là? Ah, on t'entend pas. Non, on t'entend pas. C'est bon. Je vais surveiller la boîte de dialogue, Audrey. Diane. Moi, c'était une question par rapport à nos accords de contribution que j'ai signés, envoyés hier, parce que je me suis dit, écoute, je ne me casserai pas la tête, mais vu qu'on est tous ensemble, je vais vous faire le point. Je sais que l'accord est pour 5 ans, le financement est pour 1 an jusqu'à ce qu'on décide qu'est-ce qu'on fait avec la clé. Mais je me demandais si ça serait peut-être, ça n'aurait pas été une bonne idée peut-être de juste mettre les autres années, puis mon temps à déterminer. Parce que sinon, ça fait comme un genre de trou vide, là, qui a pas... Les autres années ne sont pas là, puis comme si on a un accord pour 5 ans, mais vous avez juste de l'argent pour 1 an. Non, c'est pas le cas. On sait qu'on va en avoir de l'argent pour 5 ans, c'est les montants qu'on ne sait pas encore. Il est peut-être trop tard, on a signé nos accords, c'est quoi que ce soit. Mais pour moi, ça m'a fait comme un petit peu un malaise de dire, ben moi, je suis en train de signer ça, puis I agree, tout. Je consente le fait que dans les autres années, il n'y a absolument rien d'écrit, puis je ne suis pas à l'aise bien avec ça. Tu vas recevoir un accord modificateur. Je le sais. Ça ne sera pas un accord complet, juste la section financière qui va être modifiée. Je suis complètement au courant de ça, je le sais. C'est juste que je trouve que ça laisse... il y aurait, à mon avis, là... Je vous dis, il est probablement trop tard, là, mais à mon avis, il aurait dû avoir un petit quelque chose là, qui disait les montants pour les années à suivre seront à déterminer, mais il va y en avoir du tout. Mais même, là, je vous fais confiance, pour ça je l'ai signé, là, mais ouais. Il y a des witness ici, là, si ça change, là, OK. on va aller mal. Non, Et c'est enregistré. Et c'est enregistré, encore plus. OK, je suis correct. C'est bon. On a Annie Bédard qui suggère d'augmenter le salaire des conseillères avec tout ce qu'ils ont à faire. C'est appuyé par Jeanne, donc c'est enregistré aussi. Et puis, on a Audrey qui nous a soumis sa question. Elle aimerait avoir une précision sur les transferts de fonds aux tiers. Donc, pour les approbations, est-ce qu'il y a des montants minimums et est-ce que ça s'applique à toutes les ententes de service? M'entendez-vous, là? Oui, on t'entend. Oui. Ah, bon. C'est ça, je pense que c'est mon micro sur mes écouteurs qui marche pas. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est nouveau, cette affaire-là? Ou... Non, c'était dans un annexe avant. Okay. C'était l'annexe F dans l'ancien accord de contribution. C'était là. Maintenant, c'était mis dans le cœur ou dans le corps de l'accord par le ministère. Donc, c'était là. C'est que si vous transférez des fonds pour la réalisation des activités et des extrants pour les projets ou pour le réseautage à partir de vos enveloppes, il n'y a pas de minimum ni de maximum, mais c'est que vous demeurez responsable des résultats qu'obtiendra à qui vous l'avez envoyé. Donc, vous demeurez imputable pour les fonds que vous transférez à d'autres. OK. Au même niveau que la société est imputable pour les fonds qu'elle transfère au réseau. OK, non, je comprends. OK. Mais l'approbation, c'est pas vraiment appliqué. Je veux dire, par exemple, avant de faire un appel à projet en promotion de la santé, on n'a pas dû avoir une approbation écrite de la société. Non. C'était marqué dans le plan de travail, puis C'est ça, vous le mettez dans le plan de travail, vous mettez les éléments que vous allez faire dans votre plan de travail, mais quand vient le temps de faire le financement à une agence, vous devez nous consulter. Vous devez nous informer par écrit. Ça répond à la question, Audrey? Ouais, je vois pas la différence là, entre financement à une agence puis... Mais en tout cas, j'imagine... On doit clarifier, s'assurer que quand vous allez donner cet argent-là, vous avez toutes les mesures d'imputabilité en place. OK. Il nous reste encore 7 minutes à l'heure et demie qu'on s'était donnée pour échanger sur le guide de référence. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Diane. Ou Audrey, c'est bon, je te reprends, Audrey. Vas-y, Diane. Oui, OK. Moi, c'est juste côté finance.
J'aimerais beaucoup qu'on n'oublie pas de faire un autre webinaire là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'informations, tous les petits détails que moi encore, j'ai des questions, mais c'est vrai que c'est de la technique. Alors, il faudrait qu'on puisse être capable de parler aux gens qui travaillent dans les finances, parce que les enjeux il y a des enjeux qui sont différents, puis il faut absolument qu'on soit bien clair là-dessus pour être capable de donner côté financier correctement quelques des attentes ou peut-être négocier des choses différentes si possible. Pour tout ce qui est question financière, je vous suggère d'envoyer les courriels à Julien pour ça. Lui, il va être capable de vous répondre ou d'accumuler l'information puis de répondre à tout le monde. On peut on peut envoyer l'information à tous. Pour ce qui est des aspects plus d'organisation, de programmation, c'est les conseillères. Travailler avec les conseillères. Donc, pour ce qui est vraiment finance, légalité de l'accord, gestion de risque, vous pouvez le faire avec Julien. Et puis, pour ce qui est des processus qu'on va mettre entre les projets, le réseautage, on va travailler ensemble avec les conseillères là-dessus. Parfait, merci beaucoup. Puis, ce que j'entends, c'est vraiment cette idée-là d'avoir peut-être une plage commune à un moment donné pour traiter de ces questions-là plus techniques. Là. Ça, c'est possible aussi, c'est-à-dire le courriel à Julien est un très bon moyen, mais il est possible aussi d'organiser une session là, ouverte sur Zoom pour vous prendre. J'avais Diane Quintas, puis ensuite j'ai Audrey. Une minute, là, je suis... oui, OK. J'avais ma boîte dialogue sur mon visage, fait que je ne voyais pas si j'étais sur mute. Puis là, je pensais que c'était moi avant l'autre Diane, fait que j'ai oublié ma question. Je peux passer à Audrey puis revenir à toi. Ah, je pense que c'était en lien avec la question à Audrey qui m'a comme un petit peu mêlée. Michel, est-ce que tu veux dire que si je fais un contrat avec un consultant, il faut que je vous le demande d'avant? Non. OK. Pas avec consultant. OK, c'est juste... OK, c'est beau. Il y a une différence entre consultant contractuel qui fait un service au réseau pour faire avancer certaines choses. Si vous utilisez un consultant pour faire une analyse, une étude de quelque sorte, il y a un contrat avec un résultat très concret au bout. Mais si vous transférez la responsabilité d'un projet où vous prenez des fonds pour faire l'activité par une autre partie, c'est là qu'il y a une question d'imputabilité aussi. J'aurais un contrat pareil avec cet organisme-là si je faisais ça. Fait que ça serait quand même, pour moi, à mon avis, ce serait quand même un consultant. Ça revient à la même chose. C'est borderline. Oui, tu as raison. C'est correct, j'ai tout compris. OK. Audrey. Oui, tantôt, Michel, tu parlais des communications en français seulement. Juste une petite précision parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce qu'on a le droit finalement d'écrire de publier des rapports bilingues, puis les frais de traduction, c'est correct, ou éventuellement on peut se faire dire que ça ne rentre pas là-dedans? Non, je n'ai pas dit. La question du français ici, la raison, c'est que si vous regardez les accords de contribution de la plupart des organismes fédéraux, ça exige les 2 langues officielles. Okay. Ce que notre accord nous permet, puis Santé Canada nous permet, c'est qu'on peut faire des choses en français seulement. Mais si vous avez un public que vous voulez vous assurer qu'ils comprennent, on sait que la plupart de nos gestionnaires de services et nos gouvernements sont bilingues, sont ou anglophones plutôt. À ce moment-là, si on veut les rejoindre, on peut faire des documents dans les 2 langues, mais si on fait ça, il faut s'assurer qu'on a les fonds dans nos budgets pour le faire. OK, merci. Oui. J'ai Jeanne-Françoise qui mentionne en fait qu'elle est satisfaite. Elle va pouvoir embaucher des consultants en finance sur chacun des projets. La gestion. Accounting. Oups, Julien, tu n'as pas entendu ça. Et puis, non, mais trêve de plaisanterie, on a Élise qui nous fait une très, très belle suggestion, c'est-à-dire que la SSF tienne un guide, plutôt
une foire aux questions sur les questions qui sont adressées sur le guide et les accords, de manière à ce que l'information puisse être partagée à l'ensemble des directions générales. Donc, je pense que c'est quelque chose avec lequel on va donner suite. Donc, tous les courriels que vous enverrez à Julien, on pourra regarder à constituer un petit quelque chose qui sera rendu là, disponible aux directions générales. Écoutez, il nous reste encore un petit 2 minutes. La raison pourquoi on a fait ça aujourd'hui, si je peux conclure, c'est que on vient d'envoyer les accords de contribution. On voulait au moins qu'on explique la situation par rapport à ça pour qu'on puisse bouger avec les accords puis répondre aux questions immédiates. Mais la même situation va se reproduire, mais qu'on soit prêt à faire les accords pour les projets. Donc, on va continuer à évoluer dans ce sens-là. Il y a beaucoup d'éléments qui étaient là dans la dernière période qui n'ont pas nécessairement changé. Un nouvel participant, Annie Bédard, elle a un de ses employés dans ses bras. Excellent. OK. Donc, en tout cas, merci beaucoup tout le monde. Je pense que ça a été vraiment instructif. Puis on sait, il y a à un moment donné, comme Diane Quintas a dit, et qu'on ne devrait peut-être pas répéter, il y a des fois, il faut faire de la comptabilité créative, mais faites attention aussi dans la création. Donc, le chat s'appelle Maywen. Je ne sais pas si je prononce comme il faut. Julie, est-ce que tu avais quelque chose à dire? Le chien à Élise, il s'appelle comment? Elle s'appelle Maywen, c'est un nom breton. Ah, Maywen. OK. C'est le partage des animaux tout de suite. Juste une petite recommandation. Il faut que je la prenne, elle est jalouse quand je parle au monde. Ah bon? Est-ce qu'on peut juste s'assurer d'avoir les questions techniques séparées des questions, parce qu'il y a des questions qui sont spécifiques à la comptabilité, qui demandent des gens qui ont cette capacité-là et cette force-là. Oui. Je voudrais m'assurer que c'est séparé, ça, parce que... Okay. Le technique des orientations, de ce qui vous appuie au niveau des orientations. Excellent. C'est bien noté. Le chien de Patricia s'appelle Jake, donc qu'on voyait à l'écran avec Élise. Roxane, est-ce que tu as une question? Commentaire? Non, j'ai vu une main. OK, c'est bon. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité, votre flexibilité, votre participation à la rencontre. Comme ça a été mentionné là, tout au long des échanges, vous n'hésitez pas à écrire s'il y a quoi que ce soit. Ça va faire plaisir de faire le suivi. Puis, on se laisse avec des précisions à demander à Santé Canada. Michel, ça a été demandé là, au niveau de, bon, je ne retrouve pas mon libellé. On se laisse avec une intention de webinaire et certainement une fiche de foire aux questions à vous partager. OK. Merci beaucoup. Au Puis revoir. la semaine prochaine, ceux qui viennent à Ottawa, là,